Les événements s'enchaînent en République du Bénin, ne se ressemblent pas. Le sport est roi ce matin avec Patrick Dossou. Oui, le sport est roi avec le PLF Africa qui installe le MMA comme un événement phare pour le Bénin. Donc Cotonou sera la capitale du MMA. On est avec un responsable qui s'appelle Elias Schulz. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Très bien, merci. J'adore le Bénin, donc toujours venir ici, c'est un grand plaisir. Grand plaisir, oh, super. Alors le PLF Africa, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une bonne question. Donc, c'est une ligue de MMA. D'abord, qu'est-ce que c'est le MMA? Oui, le MMA. Donc, le MMA, c'est l'abréviation du Mixed Martial Arts. Oui. Donc, c'est les arts martiaux mixtes. Oui. Et c'est un sport qui rassemble, moderne, qui rassemble plusieurs disciplines, bien sûr. Oui. La boxe, la lutte, le judo, le karaté, le taekwondo, le jiu-jitsu. Enfin, inclut tous les sports martiaux. Oui. Et ce qui rend ce sport, à mon avis, très intéressant, c'est la discipline, la technique hyper haute élevée, la force mentale qui est obligée et enfin, bien sûr la force physique. Donc c'est du problem solving, en même temps du grappling, de la lutte, enfin tout ça comme une combinaison de tout ça. Une combinaison qui fait que c'est la lutte et la lutte au sol et les coups portés même debout. Donc c'est tout cet ensemble. C'est ça, c'est le MMA. C'est très technique. Oui, c'est très technique. Et bon, le MMA s'installe au Bénin avec le PLF Africa. Le PLF Africa qui annonce que la finale de cette première saison va se faire à Cotonou, au Bénin. Le PLF, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est? Donc pour nous, le PFL, c'est quoi? Ça va. Professional Fighters League. Ce sont des professionnels, les fighters, les combattants, et c'est une ligue. Ça ressemble à la ligue professionnelle des combattants. Donc dans le monde de MMA, qui d'ailleurs est le sport le plus croissant rapide, enfin, qui accroît le plus rapidement autour du monde. Sur la scène internationale, même après le football, même avant le football, c'est ce qui accroît le plus. Nous sommes la deuxième ligue après le UFC. Donc je crois que beaucoup de vos spectateurs connaissent bien l'UFC, donc juste après. Mais ce qui rend la PFL un peu différent, c'est la ligue la plus moderne du MMA. Donc une vraie saison sportive, donc on peut suivre des athlètes au cours d'une saison, des règles claires, une priorité absolue à la sécurité, bien sûr, une vision de développement pour les athlètes africains. Donc, on a décidé de créer une filiale dédiée à l'Afrique, qui, jamais fait avant, avec la vision de Francis Ngannou, notre chairman. Et on investit partout sur le continent, et c'est le Bénin, bien sûr, qui aura, ici, on aura les finales ce samedi à partir de 17h. Diffusé sur, un peu partout. Il y aura des watch parties, mais aussi ici au Dôme lui-même, on peut prendre un billet VIP, ou on peut aller au watch party à Ouida ou au Centre EA, nos partenaires à Centre EA. Donc c'est vraiment une célébration de l'athlétisme africain, mais juste ce sport sur l'échelle mondiale. D'accord. Alors, Elias Schulz, moi j'ai bien envie de vous demander, mais quelle place occupe le Bénin aujourd'hui dans le monde du MMA pour susciter l'intérêt au point d'être choisi pour organiser cette finale? C'est une bonne question. Donc, je trouve que le Bénin, tout récemment, s'est mis en tant que leader culturel en Afrique. Culturel, je dis culturel parce que le sport, c'est du culture. La musique, c'est du culture. Donc, même en ça, on a une intervention de musiciens pendant le match, pendant le combat lui-même. Donc, on mélange un peu le sport et la musique. Et donc, je crois que le Bénin, sur le plan culturel, est vraiment un leader, surtout en Afrique de l'Ouest, mais un peu partout. Donc, on peut parler aux gens aux États-Unis, ils vont dire, OK, Ciara, Ciara, la musicienne, elle était ici. On a Ouida, je connais Ouida, un peu l'histoire d'esclavage, par exemple, qui est très
important pour nous en tant qu'Américains. Donc, je crois que sur le plan culturel, est vraiment devant. Donc, on a fait ce partenariat avec le centre EIA, bien sûr, Léonard Talon, mais aussi le ministre de Sport, le ministre Dato, aussi un leader, et aussi avec le ministre du Tourisme. Donc, tout ça, on se rassemble pour mettre en avant le Bénin. Et bien sûr, il y a c'est Jean Dos Santos, un des meilleurs fighters, un des meilleurs combattants en Afrique de l'Ouest, même en Afrique. Oui. Donc, il va combattre ce samedi contre un Nigérian et ça va être explosif, je vous jure. Et c'est le samedi prochain, justement. Ce samedi même, oui, le 20. Le dôme du Sofitel. C'est le dôme de Sofitel. Mais vu que c'est un espace intime, on peut prendre des billets pour cet espace, mais aussi pour les watch parties. Donc, avec une ambiance, avec la musique, le DJ. Les watch parties sont gratuits parce que c'est pour le peuple, pour la jeunesse surtout. Donc, Centre EIA, watch party à partir de 17h, et la Reine de Ouida, qui est magnifique. Donc, la Reine de Ouida, beaucoup de gens vont rassembler. Sur ces deux sites-là, les compétitions sont... L'accès est gratuit pour les compétitions. Pour regarder, exactement, en live. Et puis, bien sûr, live sur Canal+, et je crois sur Benin TV en décalage. D'accord. Ouais. Sur Benin TV en décalage. Je crois à partir de 21h30, un petit décalage, mais aussi la même soirée quand même. D'accord. Donc le samedi prochain sera une soirée explosive à Cotonou et aux environs, au Bénin. Alors, je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez dire au peuple béninois qui a cette opportunité de voir ce spectacle, qui a cette grâce de recevoir ce grand spectacle? Bien sûr, c'est officiellement le plus grand événement de MMA organisé en Afrique. Le plus grand événement de MMA organisé en Afrique, oui, avec les meilleurs talents africains. Et sur l'échelle mondiale, ce sont des talents africains. Ils peuvent certainement faire ces mêmes combats aux États-Unis ou ailleurs. Et Cotonou va être au centre du sport mondial. Le temps d'une soirée, Cotonou devient la capitale africaine de MMA. Donc, c'est ça. Encore le mot... explosif. Ça va être explosif. Oh, merci. Merci à vous. Merci. Elias Schultz, vous êtes américain. Oui, je suis américain, mais depuis 15 ans, je travaille un peu partout en Afrique. Donc, comme ça, je connais déjà le Bénin. Je suis ici la première fois en 2008 même. Oh, OK. Et comment vous trouvez le Bénin actuellement? J'aime bien. J'ai des amis très proches béninois, bien sûr, en États-Unis. Mais j'aime bien la culture ici, c'est tranquille. Mais il y a aussi une force de développement qui est vraiment évident. Donc, j'aime bien la cuisine aussi, le présent. Super. Donc, je suis content de venir ici. Et vous confirmez que la culture béninoise est parmi les meilleures? Oui, surtout. Et parlant de cuisine béninoise, vous savez qu'il y a une béninoise qui relève aussi, donc qui a relevé le défi de préparer, de faire la cuisine en continu pendant 15 jours. Oui, j'ai vu ça, oui. Vous ferez peut-être un tour là-bas et goûter peut-être cette on a fait un petit tour culturel à Ouida avec nos équipes pour mettre ça sur social media. Donc, on a mangé la nourriture béninoise, on a fait un peu des temples de pitons. Vous avez reçu les pitons. C'est pas mon truc, mais peut-être cette fois, je vais essayer. La dernière fois, c'était ma femme, quand on est venu ici il y a 2 ans. Elle l'a mis. Donc, elle est beaucoup plus courageuse que moi. La prochaine fois. La prochaine fois. Bon, ce n'est pas vraiment... c'est du courage, mais bon, ils sont inoffensifs. Ils sont inoffensifs, je sais. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Elias Schultz. Et merci pour ce passage et merci de confirmer que le Bénin est au sommet par rapport à la culture et que le Bénin sera la capitale du MMA le samedi prochain. Un rassemblement qui est vu de partout, à travers la planète. Merci encore une fois, Elias Schultz. Alors, nous continuons cette émission, Alain. Bien sûr. Oui, et du sport, nous allons à quelque chose qui est aussi du sport. Parce que c'est du sport que de penser au Père Noël, avec sa hôte, avec son sac. Et son traîneau aussi. Oui, et son traîneau, c'est du sport aussi. Alors, nous pensons au Père Noël, et pour pouvoir parler du Père Noël,
aujourd'hui, nous faisons... On va pas recevoir un Père Noël, non, mais on va recevoir un Père qui va parler de Noël. Exactement, oui, c'est bien trouvé. Alors, nous allons parler de Noël, mais de quelque chose qui s'approche de Noël, les jouets qui sont utilisés durant la fête pour donner du piment aux enfants, pour que les enfants puissent avoir quelque chose en main, qu'ils puissent avoir un jeu, qu'ils puissent avoir un cadeau. Mais qu'est-ce que c'est le jeu? Qu'est-ce que c'est le jouet? Qu'est-ce que c'est ce cadeau qu'on a pour Noël? Il va nous en parler. Il est un coach familial, un coach en développement familial, un coach en développement scolaire. On l'appelle Fulgence Gbetokho Awangonu. Bonjour Fulgence. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Monsieur Sotou. Bonjour Monsieur Awangonu, un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir renouvelé pour nous. Alors, vous ferez l'effort de parler un peu plus fort. Oui, hein, comme ça, plaisir renouvelé. Merci. Alors, Fulgence, quand on parle de jeu, qu'est-ce que c'est? On passe du jeu au jouet. Le jeu, qu'est-ce que c'est? Merci à vous Monsieur Patrick. Le jeu, c'est une activité organisée au nom qui a pour but de produire du plaisir aux enfants. Ça procure du plaisir aux enfants. Mais il faut aussi reconnaître que le jeu est le moteur de développement de l'enfant. D'accord. Parce qu'à travers le jeu, ils font beaucoup de choses. C'est le moteur de développement. Mais c'est beaucoup plus pour le plaisir. Ça leur donne du plaisir et ça leur procure vraiment beaucoup de plaisir. OK. Alors, le jeu, du jeu au jouet. Le jouet, qu'est-ce que c'est? Merci à vous. Le jouet, c'est un outil qui fonde le jeu. Attention, on peut faire des jeux sans utiliser un jouet. Quand on dit jeu de cache-cache, on n'utilise pas de jouet. Oui, d'accord. Donc, mais le jeu parfois fonde, le jouet parfois fonde le jeu. Donc, c'est un outil qui fonde vraiment le jeu et qui amplifie parfois le plaisir et qui amplifie aussi un certain nombre d'habiletés que les enfants vont développer au cours du jeu. Alors, quels sont selon vous les critères qui entrent en ligne de compte pour le choix des jouets pour les enfants africains, prioritairement? Alors, vous savez, lorsque Noël arrive et que je vois les gens acheter des jouets souvent, dans la majorité des cas, ça me fait, excusez-moi l'expression, ça me fait rire, mais je dis que c'est un manque d'information. Parce que parfois, la majorité de ce qu'on achète n'est pas utile aux enfants. D'abord, quand on parle de jouets, il faut d'abord des principes, mais c'est une question d'âge parfois. Oui. D'abord, le jouet, il faut que ça soit inoffensif, c'est très important. Oui, jouet inoffensif. Inoffensif. Premier critère. Premier critère. Il faut que ça soit réalisé avec des objets durs, parce que quand ça se fracasse, il ne faut pas que ça se fracasse en 1000 morceaux et que ça peut blesser l'enfant. Donc ça doit être dur, inoffensif. Un objet sec qui se fracasse devient tranchant. Tranchant, exactement. Pour dur. Donc il faut aussi que ça n'ait pas des bords coupants. Parce que vous savez, les enfants s'amusent, quand les bords sont coupants, ils peuvent mettre la main et ils auront des blessures. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, qui est très, très, très important, j'insiste là-dessus, quand vous achetez un jouet, 90% du jeu que produit le jouet doit venir de l'enfant. Ah, d'accord. Je dis, quand vous achetez un jouet à votre enfant, 90% du jeu que produit le jouet doit venir de l'enfant. Et ce n'est que 10% que le jouet va produire. Expliquez-nous. Puisque le jouet est là pour aider l'enfant à jouer, justement. Comment est-ce que l'enfant doit pouvoir encore donner du sien, justement? Oui. Quand vous prenez, par exemple, vous achetez à votre enfant une voiture, on y met une pile, ça se met en mouvement. Oui. L'enfant n'est que observateur. Oui. C'est la voiture qui produit 90% du jeu. La voiture est en déplacement, oui. L'enfant n'a qu'à développer le pouce, donc c'est motricité avec le pouce pour faire la commande. Et l'enfant observe, c'est un spectateur. Oui. Mais vous voyez le jouet que ça produit, le jeu que produit une voiture qui a des piles, 90% vient de la voiture. L'enfant n'est que observateur. Oui. Mais quand vous prenez les jeux de Lego, bien de cubes à empiler, l'enfant construit des maisons. Tout, un peu de tout. Même bateau, même voiture. Donc là, 90% du jeu que produit ce jouet, c'est l'enfant qui le fait. C'est l'enfant qui organise. Si on revient par exemple sur les voitures, prenons l'exemple des voitures à télécommande. À télécommande surtout, il faut préciser. Des drones qui sont des jouets aujourd'hui. Est-ce que ça rentre en ligne de compte de la participation, sinon de la création du jeu par l'enfant, dans une grande proportion? En fonction de l'âge de l'enfant. Quand nous savons que l'enfant atteint 50% de son intelligence avant 4 ans, quand vous arrêtez de donner à votre enfant de l'âge là, ça ne lui apporte pas grand-chose, ce n'est pas que observer. Il observe, il est content. Et ça fait que ce jeu de produisant que ce même jeu, l'enfant fatigue, garde ça, on dit mon enfant quand je l'ai acheté un jeu, il garde, c'est faux. Il garde parce qu'il a fini de
de voir ce qu'il faut. Donc ils se disent, il est fatigué de voir la même chose. C'est l'enfant qui doit produire le jeu. Mais c'est lui qui a la télécommande. Il a la télécommande, mais il ne fait que les mêmes choses chaque fois. Je dis en fonction de l'âge. Il fait les mêmes choses chaque fois, il regarde et puis c'est ça et puis c'est fini. Et ça l'excite de voir ça en l'air. Et après. Mais quand il prend un jeu de cube qui va empiler, s'il construit une maison aujourd'hui, c'est que demain il peut conduire un bateau, il peut construire une voiture. C'est beaucoup plus cognitif. Oui. Ça le fait réfléchir, oui, à réfléchir, à imaginer créer, et à créer. Il y a une grande créativité dans cet outil-là. Et c'est ça qu'il faut privilégier quand on achète les jeux à nos enfants. Privilégier la créativité. La créativité. Mais certains diront que la créativité, excusez la répétition, est produite par l'enfant lorsqu'il se retrouve aussi avec un revolver qui lui permet de lancer de l'eau. Alors, vous savez, quand ça lui permet de lancer de l'eau, l'eau est quand même c'est inoffensif. Oui. On ne peut pas. Mais attention, on pourrait dire dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Attention, quand l'eau, il y a une autre, ça c'est autre chose. Oui. On n'en parle pas. Bon, moi-même qui suis ici, j'ai acheté de jouer à eau, l'enfant. Et ça fait amuser les enfants. Vous voyez, ils font un peu de jeu de cache-cache avec. Oui. Où il faut vraiment se cacher. Il y a aussi des pistolets aujourd'hui à bulles qui à bulles produisent des aussi, bulles. qu'on utilise. Tout ça, ça fait plaisir. Mais au-delà de tout, le pistolet reste quand même un outil qu'on utilise pour faire la violence. Il ne faut pas oublier l'aspect là. C'est vrai que c'est en grandissant que l'enfant perçoit qu'on peut prendre le pistolet pour faire du mal. Attention aussi qu'il regarde, il y a aussi les dessins animés dedans. Donc je ne veux pas dire qu'un pistolet qui donne de l'eau, pour l'enfant, ça peut passer. Mais il y a aussi des pistolets qui envoient des balles à caoutchouc qui fait mal. Là, je dis non, parce que ça fait mal. Ça, ça fait du plaisir, mais après, ça fait mal aux enfants. Nous devons faire attention aux outils que nous donnons à nos enfants. Et quel est le message qu'il y a derrière l'outil? Mais ça n'a peut-être l'air de rien, mais un pistolet qui fait des jets d'eau, en fonction de l'intensité du jet de l'eau, ça peut aller sur les yeux peut-être de ses camarades. Oui, de ses camarades, et ça va causer autre chose. Donc, c'est nous, parents, qui achetons parfois, qui devons nous dire quel est le message que j'ai derrière, qu'est-ce que ça crée. L'enfant imagine et crée quoi quand il a l'outil. Et quand on y voit, il a créé de bonnes choses pour la paix, pour son intelligence, mais il n'a pas qu'à jeter de l'eau sur l'autre, parce que parfois, même quand ils le font au salon, tout est mouillé, et parfois quand on y rentre, c'est qu'on va crier sur eux, et ce n'est pas bon. Oui, donc il faut tout faire pour que l'enfant ne puisse pas se retrouver en situation aussi d'agressivité. D'agressivité, c'est très important. Oui, il ne faut pas qu'ils apprennent la violence. Ils y voient déjà parfois à travers des... Alors, qu'est-ce que vous dites de ceux qui achètent aussi les pétards pour les enfants? Elle ne l'a demandé. Ça veut dire quoi? Ça là, c'est pas dedans. Ah, d'accord. Parce que vous savez, les pétards, d'abord, quand on l'utilise, nous avons parfois dans nos familles des personnes de troisième âge très vulnérables. Moi, je me rappelle très bien, j'en avais chez moi avant. Et quand la fête de Noël arrive, on a oublié de fermer vraiment les portes. Bon, c'est vrai qu'elle a déjà décidé plus ou moins. Mais ça lui faisait très mal. Dans chaque famille, nous avons parfois des personnes de troisième âge. Même nous-mêmes, qui ne sommes pas de troisième âge, le bruit que ça fait personnellement, moi, ça me gêne. Donc, je pense que dans tous les cas du monde, rien ne peut accepter qu'il y ait de pétards. Il faut réprimer ça avec la dernière rigueur. C'est vrai que les lois de la République, je me rappelle que l'État a quand même interdit l'importation des pétards, mais déjà en tout début décembre, vous entendez quelques dégradations de pétards dans les quartiers. Dans les quartiers, oui. D'abord, il faut les parents, parce que ces enfants qui disent des pétards ont quand même des parents. Qu'est-ce que nous, parents, nous faisons pour discipliner ces enfants, pour leur montrer que, attention, on ne peut pas l'utiliser parce que ça peut faire mal, ça peut détruire votre main. Donc, nous, parents, nous devons sensibiliser très tôt nos enfants, adolescents ou non, pour leur dire, n'achetez pas. Parce que c'est parfois avec notre argent qu'ils l'achètent. Et donc, nous, les parents, on a un rôle à jouer. L'école aussi, parfois, et vous jouez aussi ce rôle pour attirer l'attention des parents, qu'ils ont l'importance, la nécessité de dire à leurs enfants qu'ils n'ont pas besoin d'acheter des pétards. Donc, il y a des jouets qui sont dangereux, d'autres jouets qui ne le sont pas. Ah oui, il y a des jouets qui sont dangereux, qui ne procurent pas le plaisir et qui ne développent pas un certain nombre d'habiletés cognitives, affectives, sensorielles et motrices. Oui. Et les jeux de lumière, les étoiles et tout le reste qui permettent aussi d'agrémenter. Oui, vous savez, les jeux de lumière, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, c'est vrai que les étoiles, on a tous utilisé quand on était enfant, il faut avoir l'honnêteté. J'ai l'impression que c'est en voie de disparition, là. Il y en a de moins en moins. Moi, il y en a été une fois là. Mais c'est quand même... Nous, à notre temps, c'était beaucoup plus... Ça stimule, parce que ça fait assez de jeux de lumière. Je pense que c'est un peu en voie de disparition. Beaucoup plus maintenant, c'est que ça va beaucoup plus en profondeur. Ça fait des cris aussi. Ça donne vraiment un grand bruit. Je me dis, par rapport à ce que nous, on utilisait,
je préfère ce qu'on utilisait nous que ce qui est d'actualité maintenant. Justement, ça pose un autre problème. Quand on voudrait que les jeunes enfants s'éloignent un peu des pétards, il faut remarquer qu'à la nuit, dans la transition du 31 décembre au 1er janvier de la nouvelle année, c'est les grandes personnes qui font vraiment de grosses pétards qui vont très loin dans le ciel avec un retour lumineux. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas en train de faire ce que nous interdisons aux enfants? Oui, les enfants sont à notre image parce que nous donnons l'exemple. Mais j'espère que ce que nous utilisons, ça ne devrait pas faire autant de bruit, même si ça fait un peu. Nous, parents, on a besoin d'être sensibilisés pour savoir ce qu'on doit acheter, ce qu'on ne doit pas acheter. Et c'est pour ça que cette émission, c'est un plus. Mais nous, parents, on n'achète que ce qu'on trouve aussi. Il faut que l'État prenne vraiment la disposition pour réglementer. Comme on le fait déjà dans notre pays, vraiment tout est réglementé. Il faut qu'on aille à ce milieu-là pour voir ce qui s'y passe et permettre aux gens de fêter en paix, dans la joie, sans qu'il y ait de problème aux uns aux autres. Oui, sans qu'il y ait de problème aux uns aux autres. Oui. Tout à l'heure, on avait parlé des armes à feu. Ça me rappelle le petit garçon qui a confondu son jouet avec le pistolet, le vrai pistolet de son père et qui a tué son camarade. Et les armes à feu peuvent aussi porter à confusion. Merci Fulgence Betoro Awangonu. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On a fait le tour de tout ce qui nous permet de fierté en joie avec nos enfants, des jouets de paix. Des jouets de paix. Oui, est-ce qu'il y a un jouet qui peut être considéré comme le plus grand jouet de paix? Oui, le jouet que moi j'achète toujours à mon enfant, même si je lui ai déjà dit qu'il est passé au niveau des livres ou bien des jeux de vocabulaire pour apprendre. C'est toujours le jeu de cubes qu'on empile. Pour moi, Vous devez avoir aimé ça aussi quand vous étiez un peu plus jeune. Chaque année, je lui achète le garçon et j'achète chaque année parce que je pense qu'on imagine tout avec. Quand on a construit telle chose, on défait et on construit en même temps. C'est très cognitif. Il y a aussi l'autre cube à couleur où il faut tourner. Il faut tourner aussi. Oui, l'imagination. Toutes les couleurs toutes les couleurs, tout ça, ça fait tellement du bien. Je pense que moi j'aime ça. Et papa, quand je suis papa, je passé et puis je dis bon. Et je fais des jeux, on construit et puis on donne des points à celui qui a bien imaginé à construire de belles maisons et puis c'est important. Donc voilà. C'est un jeu que moi j'utilise tout le temps. Mais je dois aussi ajouter quelque chose. Vous savez, la Noël, ce n'est pas seulement pour acheter les jouets aux enfants. C'est un don de soi. Parfois, la Noël, c'est un moment pour acheter des cadeaux à tout le monde dans la famille. Papa et maman peuvent s'acheter des cadeaux. Vous savez, Jésus-Christ, c'est un don pour l'humanité. C'est le moment de faire un don de soi, de penser à l'autre. Pas en achetant quelque chose de cher. C'est le geste qui compte. Et l'amour qu'on a derrière dans ce que nous faisons. Papa a acheté un petit cadeau à maman, maman a acheté un petit cadeau à papa, à tout le monde, même à l'auxiliaire de ménage. Je dis à tout le monde dans la famille, un petit cadeau, pas nécessairement cher, pour dire attention, vous êtes important, c'est la Noël, c'est ce que j'ai pour vous, pour faire plaisir. Et c'est important que les familles se réunissent autour de l'idéal de don de soi. On donne une partie de soi pour montrer à l'autre. Effectivement, quand Noël arrive, on pense jouer, on pense enfants, cadeaux, on ne pense qu'aux enfants. Les adultes sont parfois exclus. Quand je dis à mes enfants, moi je suis enfant de quelqu'un, il faut me laisser en paix. Bon, si vous êtes enfant de quelqu'un, que ce quelqu'un-là vous fasse cadeau, alors. Ils ne sont plus de ce monde. Allez. Merci, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vais ajouter en tant que lecteur qu'il faut acheter aussi les livres. Il faut privilégier les livres pour les enfants, pour les habituer à lire et à être connectés avec le monde. Parce que le livre, c'est la connexion avec le monde entier. Merci, Fulgence Betoro Awangonu. Nous allons nous séparer avec toujours, depuis plus en plus, le boulevard que nous mettons en face de nous pour la Noël. Cette fois-ci, nous allons vers une autre vedette qui a chanté Noël. On l'appelle Michel Thor. Michel Thor, qui a chanté Petit Papa Noël, nous suivons. Petit Papa Noël, chanté par Michel Thor. De son vrai nom, Michel Odette Clébert Thor, T-O-R-T. Michel Thor, T-O-2-R, est né le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le Vaucluse, en France. Une chanteuse française, donc. Elle commence sa vraie carrière professionnelle en 1960.
riche de ses 70 disques 45 tours, de ses 30 albums, de ses 26 compact disques CD, de ses plus de 480 titres, Michel Thor a vendu plus de 35 millions de disques au cours de sa carrière et a remporté maints trophées et moult disques d'or et de platine. Par exemple, en 1977, le disque d'or pour la chanson J'aime. J'aime la chanson que tu me chantais souvent. L'année suivante, en 1978, le disque d'or pour la chanson Emmène-moi danser ce soir. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Michel Thor n'a pas eu tort de chanter elle aussi le mythique Petit Papa Noël. Petit papa Noël.